Dans les profondeurs de l'océan, sur la terre ferme, ou bien dans les airs, certains des animaux qui peuplent notre planète sont nés pour tuer. Ce sont des chasseurs de haut vol aux armes redoutables. Et leurs stratégies d'attaque sont uniques en leur genre. Festin et famine sont les maîtres mots qui rythment leur quotidien. Chaque jour voit se renouveler la lutte visant à garantir le prochain repas. Un prédateur joue sa vie à chaque instant. Pour survivre, il n'y a qu'un seul moyen, tuer. Dans les eaux glaciales qui bordent la pointe méridionale de l'Afrique, il existe un animal qui inspire la terreur comme nul autre ailleurs. Un super prédateur qui domine la plus étendue des chaînes alimentaires existant sur notre planète. Il s'agit là du grand requin blanc. De tous les poissons prédateurs, c'est lui le plus imposant. Ce spécimen a fait le voyage jusqu'au cap de Bonne-Espérance dans le but de chasser sa proie préférée. L'otarie à fourrure du Cap. Ce mammifère aquatique constitue une proie idéale pour notre requin. En effet, il est gorgé de graisse riche en énergie. Et le choix ne manque pas. Ce sont pas moins de 70 000 otaries qui forment cette colonie et occupent une petite île située au large de la baie de Falls, non loin de la ville du Cap. Elles sont aussi des prédateurs. L'accès direct à l'océan Atlantique qui entraîne la promesse d'une nourriture abondante fait de cette bande de terre un habitat sans pareil. La colonie tout entière est en pleine effervescence. Chaque année, plus de 12 000 bébés otaries voient le jour à cet endroit précis. Les plus jeunes sont aussi les plus vulnérables face aux grands requins blancs. Ils n'ont aucune idée des menaces qui les guettent dans les profondeurs. Âgés d'1 an, les petits viennent tout juste de terminer leur sevrage. Désormais, alors que débute l'hiver, ils s'aventureront peu à peu vers le large afin d'entamer leur première partie de pêche. Et c'est justement là-bas que leur pire ennemi rôde sans relâche. Les eaux peu profondes qui entourent l'île les maintiennent à l'abri. Mais très rapidement, les rochers s'effondrent pour laisser place à l'abîme de l'océan, créant un profond dénivelé entre le rivage et le large. À cet endroit, le requin a la possibilité d'attaquer. Les jeunes otaries ignorent encore tout de l'horreur meurtrière qui peut s'y dérouler. Et quand bien même, cela n'empêche pas qu'elles doivent se nourrir. Pleines de fougue, elles nagent vers le large.
Bientôt de retour sur la berge, la catastrophe les rattrape tout à coup. Le requin remonte brusquement à la surface. L'impact de la collision est tel qu'il assomme l'otarie visée. Désorienté, l'animal n'a que peu de chances de parvenir à s'échapper. Un dernier coup fatal et la victime est achevée. Lorsqu'il chasse, le grand requin blanc atteint les 40 km/h. Il fond sur sa proie comme une torpille de 2 tonnes pourvue d'une multitude de dents acérées. Il est remarquablement rapide pour un poisson. Mais sur la terre ferme, il existe un autre prédateur capable de tripler ce record de vitesse. Dans l'immensité de la savane africaine, évoluent quelques-uns des prédateurs terrestres les plus impressionnants au monde. Pourtant, il n'y a qu'un seul fauve qui impose sa loi en termes de vitesse. Le guépard. Considéré comme l'animal le plus véloce de la planète, il est en mesure d'atteindre des pointes de 120 km/h au plus haut de sa course. Une telle rapidité implique de faire des efforts colossaux. Ces 2 frères préfèrent économiser leur énergie pour la chasse. L'un d'eux est équipé d'un collier émetteur. Celui-ci permet aux scientifiques d'étudier les activités du guépard. Les 2 frères vivent ensemble depuis la naissance et forment aujourd'hui une alliance qu'on appelle coalition. En règle générale, le guépard est un animal solitaire, mais en restant soudé, la fratrie peut s'attaquer à des proies de plus grande envergure tout en protégeant son territoire des autres mâles. Malheureusement pour elle, difficile de se mesurer aux intrus qui viennent justement de s'y aventurer. Il s'agit d'une troupe de lions, les fauves les plus puissants d'Afrique. Utilisant la force brute, ils travaillent en équipe. Les lions abattent en priorité les animaux faibles, âgés ou blessés, participant ainsi à la sélection naturelle de leur proie. Dernière victime en date, cette antilope Sing Sing est tombée dans l'embuscade des vigoureux chasseurs. Avec cette prise, les lions ont pénétré dans le territoire des 2 guépards. Mauvaise nouvelle pour ces fauves de plus petite taille. Les lions constituent un ennemi mortel pour eux. La troupe en question n'hésiterait pas une seconde à les tuer. Il ne reste pas d'autre choix à la fratrie. Elle se voit obligée de quitter les lieux et de se mettre en quête d'un territoire plus sûr à l'abri de la menace. Le départ nous offre une occasion idéale d'observer les évolutions physiques qui ont permis au guépard de devenir si rapide. Sa morphologie se rapproche de celle du lévrier. Arborant une carrure svelte et un torse puissant, le corps du félin est conçu pour les accélérations soudaines.
Il se sert de sa longue queue comme d'un balancier qui l'aide à négocier les virages en pleine course. Quant à ses griffes, elles ne sont pas totalement rétractiles. Elles jouent le rôle de crampons en améliorant la prise au sol. Mais si le guépard jouit de la rapidité, c'est au détriment de la force. En termes de masse corporelle, il est le plus faible parmi tous les autres fauves du continent. Il est devancé par le lion et le léopard. Les deux frères ont bien conscience de la place qu'ils occupent dans la hiérarchie. En gardant leur distance avec la troupe de lions, ils prennent une sage décision. Au cœur des étendues sauvages africaines, manquer de rester à sa place peut s'avérer mortel. Appartenant aussi à la famille des félins, le caracal est beaucoup plus petit. Il n'en reste pas moins l'un des prédateurs les plus admirables d'Afrique. Les oiseaux et les rongeurs font partie de ses cibles de prédilection. Son pelage couleur fauve lui offre une bonne tenue de camouflage dans les fourrés. Parmi les caractéristiques propres au caracal, on distingue notamment une ouïe particulièrement fine. Une touffe de poils noirs à l'extrémité de chaque oreille contribue à améliorer l'ouïe en dirigeant les ondes sonores directement vers le tympan. C'est aussi un grimpeur de talent. Il se sert des arbres comme d'une tour de guet. Aucune proie à l'horizon pour le moment. Mais faire preuve de patience est l'un des piliers pour devenir un prédateur efficace. Mais à elle seule, cette qualité ne saurait suffire à rendre un tueur performant. Il est également vital de posséder les armes adéquates. Dans le royaume des airs, rares sont les assassins capables de mesurer leurs attributs à ceux de l'aigle de Véro. Une des clés qui garantit le succès du volatile réside dans sa vision télescopique. En effet, les yeux de l'aigle possèdent 2 points de focale. Cela lui permet de repérer une proie de la taille d'un lapin à près de 5 km de distance. Sans oublier qu'il déploie une force de frappe considérable. Les serres de l'oiseau se révèlent au moins 10 fois plus puissantes que la poigne d'un humain. Aussi pointues qu'une aiguille, elles sont capables de transpercer la peau et les chairs. Ce qui distingue toutefois le plus l'aigle de Véro de tous ses congénères oiseaux de proie, c'est sa taille. Avec un poids atteignant presque 5 kg, il se classe dans les premiers parmi les plus grands aigles du monde. Afin d'apprécier pleinement toute la majesté de ce genre de rapaces, il est essentiel de les observer en vol. Leurs ailes déployées dépassent les 2 mètres d'envergure. Leur pointe effilée les aide à maîtriser les vents pour mieux survoler leur terre.
l'aigle de Véro garde le même partenaire à vie. Ce couple-là s'est installé au cœur de la région montagneuse du désert de Karoo en Afrique du Sud. Les falaises et reliefs escarpés dont regorgent les environs sont autant d'endroits parfaits où établir son nid. Notre tandem cherche justement à fonder une famille. Les futurs parents viennent de construire un nid de plus d'1,50 m de diamètre. Il y a assez d'espace pour les deux petits prêts à éclore. Il reste tout de même 2 ou 3 touches finales à apporter. Chacun des 2 aigles ramène donc de quoi achever l'élaboration du nid. Peu de temps après, le chantier est terminé. La mère entreprend alors de couver les œufs récemment pondus afin de les garder bien au chaud. Il faudra patienter 44 jours d'incubation avant de voir éclore le premier oisillon. Mais en attendant, la mère doit rester sagement assise. C'est donc à monsieur qu'il appartient de ramener la pitance. La tâche semble aisée pour un chasseur si bien doté. Mais même pour lui, saisir une proie au milieu d'un soi-disant désert n'a rien de facile. Et ce, d'autant plus si la victime a la fâcheuse tendance de se tenir sur ses gardes par peur d'être dévorée. C'est le cas de l'anxieux daman du Cap. Également appelé daman des rochers, ce petit mammifère rondouillé occupe une part non négligeable dans le régime alimentaire de l'aigle de Véro. Les damans sont des animaux vivants en communauté. Ils s'organisent en bandes sous l'égide d'un mâle alpha. C'est lui qui se charge de patrouiller pour repérer les maraudeurs ailés. Les damans élisent domicile au cœur des rochers. Ils utilisent les crevasses comme refuge. Quand les parages sont dégagés, ils sortent au dehors pour se nourrir de la végétation environnante ou pour prendre un bain de soleil. Ces petites créatures sont de nature craintive et on les comprend. Cette année, le couple de rapaces entend justement profiter de la colonie pour approvisionner ses petits en nourriture de manière stable. Mais n'oublions pas que dans la vie de prédateurs, rien n'est joué d'avance. Le Karoo s'est forgé une réputation d'environnement impitoyable. Les rapaces vont devoir faire preuve d'une détermination à toute épreuve afin d'élever leur progéniture. Et avec les damans sur le qui-vive, ils seront contraints de redoubler d'efforts. Au moment où le prédateur a évolué pour mieux tuer, sa proie a quant à elle évolué pour mieux s'échapper. Retour à présent sur les eaux de l'océan Atlantique, où les jeunes otaries s'attachent à perfectionner les techniques qui feront toute la différence entre la vie et la mort. Sous l'eau, elles manœuvrent pour s'échapper. Elles n'ont pas oublié les risques encourus lors d'une traversée en eau profonde. Elles feront tout leur possible pour éviter de se retrouver au menu d'un grand requin blanc.
Par chance, l'île abrite un grand nombre de piscines naturelles idéales pour prendre quelques leçons de natation. Comme dans n'importe quel domaine, c'est en s'entraînant qu'on réussit. Les plus jeunes n'ont pas encore terminé de développer leurs capacités. Tout en restant proches de la surface, elles s'amusent à découvrir leur nouveau terrain de jeu aquatique. Ce genre d'activité a l'avantage supplémentaire de profiter à la colonie en renforçant le lien social existant. Même pour les novices, nager coule de source. Elles ne tardent pas à épater la galerie en exécutant des acrobaties. Elles sont bientôt prêtes à voguer vers le large pour leur première session de pêche. Quand le moment viendra, elles se retrouveront aux côtés du plus dangereux de tous les poissons prédateurs. Chaque aspect du grand requin blanc est le fruit d'une évolution qui en fait aujourd'hui un chasseur hors pair. Grâce à la couleur grise de sa face dorsale et à la blancheur de son ventre, il se rend invisible depuis la surface et les profondeurs. C'est d'autant plus vrai lorsque l'eau est trouble. En outre, le tueur possède dans le museau un système de pistage hautement développé. Les ampoules de Lorenzini sont de petits récepteurs sensoriels permettant au requin de détecter les champs magnétiques que dégage une proie potentielle dans l'eau, et ce, même lorsqu'il est totalement incapable de la sentir ou de l'apercevoir. Non pas que notre super prédateur ait des problèmes de vue. Ses yeux s'adaptent parfaitement à la faible luminosité caractéristique de l'abîme marin. Autre particularité, ses mâchoires. Le grand requin blanc compte environ 24 dents apparentes, tranchantes comme des lames. La force d'une morsure peut atteindre près de 276 bars. Ses mâchoires sont 10 fois plus puissantes que celles d'un lion. Les chiffres peuvent donner froid dans le dos. Mais de toutes les chasses à l'otarie enregistrées à ce jour, seuls 48% ont débouché sur une prise. Les otaries adultes ont tout simplement mis au point des techniques pour éviter de se faire dévorer. Au cours de la période hivernale, elles prennent leur distance des zones à risque en début de journée. Car c'est le matin que les requins sont le plus actifs. Elles ont également élaboré un remarquable système d'alerte en cas d'attaque imminente qui avertit le reste de la colonie une fraction de seconde avant que l'impact ne se produise. Lorsqu'un squale jaillit afin de capturer sa proie, il déplace inévitablement d'importants volumes d'eau. En termes d'hydrodynamique, l'ampleur d'un tel assaut est comparable au passage d'un sous-marin. Plusieurs études suggèrent que les otaries sont en mesure de détecter la bulle d'eau qui se forme au niveau du museau du prédateur. Cela déclenche immédiatement un réflexe instinctif qui les pousse à brusquement virer de bord afin d'esquiver le mastodonte en approche. Mais la manœuvre de repli suffira-t-elle pour échapper à l'un des prédateurs les plus redoutables de la planète ?
Sur le continent, les frères guépards trônent eux aussi à la tête de leur propre chaîne alimentaire. Ils doivent toutefois se rendre à l'évidence. Le quotidien de prédateur alpha renferme son lot d'épreuves. Voilà quelque temps maintenant qu'ils recherchent un nouveau territoire où vivre et chasser, sans risquer de tomber nez à nez avec une troupe de lions. Cet endroit paraît d'ailleurs prometteur. Les deux complices décident d'y annoncer leur arrivée en marquant leur territoire. L'odeur fera office de panneau d'indication à l'attention des autres guépards. Elle les avertira que la fratrie a choisi de s'installer dans les parages. Par conséquent, la présence d'intrus n'y sera plus tolérée. Une fois le balisage terminé, il est temps de se mettre au travail. Premier point à l'ordre du jour, dénicher une proie qui soit digne d'être poursuivie. C'est un troupeau d'impala qui va attirer l'attention du binôme. Les impalas ne voient pas le danger. Mais grâce à un sens aigu de l'ouïe et de l'odorat, ils ont tout de même le pressentiment que quelque chose de mauvais se prépare. En tant que proie, faire preuve d'un instinct aiguisé s'avère souvent très utile. Il est impératif de choisir le moment opportun pour entamer la course. Mais désormais, le gibier est nerveux et il paraît délicat de s'en approcher. Les frères s'élancent trop tôt, et la cible déguerpit d'un bond. Cette fois, ils devront faire les frais de leur trop grande impatience. Des cris d'avertissement ne tardent pas à retentir à travers le bush. Leur présence n'est maintenant plus un secret. Le guépard consomme de grandes quantités d'énergie au cours de ses déplacements et de la chasse. Dès lors, chaque opportunité manquée accroît davantage la pression qui pèse sur la coalition. Les deux félins ont besoin de manger en moyenne 3 kilos de viande par jour. Or, cela fait déjà un bon moment qu'ils jeûnent. Un nouvel échec pourrait avoir des conséquences dramatiques. Parce qu'ils n'ont guère d'autre choix, les voilà qui continuent leur chemin. Avec ses 20 petits kilos, le caracal est un spécimen de bien moindre envergure que le guépard, qui lui en pèse 65. Mais ce n'est pas cela qui l'empêche de capturer des proies pouvant atteindre le double de sa propre taille. Au vu de son gabarit, il est plus puissant que le guépard. Sans oublier qu'il sait également se montrer beaucoup plus discret. Notre acolyte vient de jeter son dévolu sur une pintade qui se promène innocemment dans les fourrés. Les oiseaux font partie des mets préférés du caracal, mais ils présentent un inconvénient. Un rien les effraie. Lentement et avec agilité, le félin entame son approche.
Au moindre bruit suspect, le volatile prendra la fuite à tire d'aile. La pauvre pintade n'a pas vu venir son assaillant. Achever sa proie ne constitue que la première étape. À présent, il faut la dépouiller de toutes ses plumes. Après être enfin venu à bout du plumage, notre caracal a tout le loisir de commencer le grand festin. Il s'empresse de déchiqueter la chair de ses crocs aiguisés. Nous voilà devant un véritable modèle d'efficacité parmi les prédateurs de la savane. Le tueur frappe juste assez pour tenir jusqu'au lendemain. En tant que chasseur, il faut se confronter à la dure réalité qui consiste à ne jamais savoir où se trouvera la prochaine proie. Les aigles du désert du Karoo doivent maintenant s'occuper de nouvelles bouches à nourrir. Deux nouveau-nés ont rejoint le cercle des prédateurs. Le premier juvénile a reçu plus de nourriture dès l'éclosion et a donc grandi et grossi plus vite que son frère. Ce dernier montre déjà des signes de faiblesse parce qu'il ne mange pas à sa faim. Et en lui volant sa part sans scrupule, son aîné n'arrange rien. Telle l'incarnation ailée de Caïn et Abel, les deux frères ne supportent pas l'existence de l'autre. À leurs yeux, il n'y a guère que leur propre chance de survie qui importe. Chacun d'eux va devoir rassembler le maximum de force pour parvenir à surmonter les multiples difficultés qui les attendent. Des vents froids soufflent sur la région du Karoo, entraînant une chute drastique des températures. L'air est glacial, même sous les rayons du soleil. La météo met non seulement les oisillons en danger, mais elle est également source de problèmes pour le couple de parents. Les damans du Cap, leur cible privilégiée, se retranchent dans leurs repères dès que le froid se fait sentir. Ce n'est pas pour autant que le patriarche abandonne la partie. La progéniture doit se nourrir en quantité pour maintenir sa courbe de croissance. À mesure que le temps passe, la mère se fait de plus en plus de soucis. Elle doit impérativement alimenter ses petits sous peine de les voir mourir. C'est dans un élan de désespoir qu'elle quitte le nid pour aller chasser. Le duvet immaculé qui recouvre les oisillons isole mal du froid. Abandonnés à leur sort, ils risquent la mort par hypothermie.
Les parents ont commencé à chasser depuis un certain temps. Quand soudain, voilà que survient un fâcheux imprévu. Un intrus. Il s'agit d'un jeune aigle de Verreau en quête d'un territoire à conquérir. Le couple ne tolérera aucun de leurs semblables dans les parages. Encore moins avec une descendance à protéger. Ils décident de passer à l'offensive. Ils attaquent l'invité malvenu en équipe dans l'espoir de le faire fuir. Mais leur adversaire se montre capable de véritables prouesses aériennes. Le jeune rapace finit enfin par comprendre la leçon. Il est loin d'être le bienvenu dans les environs. La mère se concentre à nouveau sur son objectif. La chance lui sourit puisque l'air se réchauffe et que quelques groupes de damans émergent pour prendre le soleil. La cible est verrouillée. C'est la débandade pour s'abriter. Mais ils n'en sortiront pas tous vivants. Enfin, cette fois, le banquet est assuré. La mère se nourrit d'abord. Si elle venait à manquer d'énergie, elle ne serait plus d'une grande utilité pour ses petits. Alors qu'elle rapporte avec elle les restes du cadavre dans le nid, elle constate tout de suite que quelque chose ne va pas. Pendant son absence, le cadet des deux aiglons est décédé. Peut-être est-il mort de froid. Ou a-t-il succombé à la famine ou aux coups répétés de son frère? La mère se met à dépecer l'animal pour nourrir son dernier rejeton. Désormais, c'est lui qui recevra tout le fruit de la chasse. Ses chances de survie jusqu'à l'âge adulte s'en trouvent améliorées. Certes, le scénario est lugubre, mais c'est également l'un des plus anciens de l'histoire. Dans la majorité des cas, c'est Caïn qui sort vainqueur. Retour en mer, où le grand requin blanc, lui, n'a pas d'autre estomac à remplir que le sien. Une aubaine pour lui, car les réserves en otarie semblent infinies. Mais les proies sont futées et ne se laissent pas croquer facilement. Elles ont plus d'un tour dans leur sac pour se dérober aux terribles mâchoires. De retour d'une session de pêche en haute mer qui s'est avérée fructueuse, elles ont élaboré une nouvelle stratégie qui les aidera à rentrer au bercail en vie. Leur devise,
l'union fait la force. Elles se déplacent en groupe compact, ce qui réduit les possibilités pour le requin de s'attaquer à un individu isolé. Ensemble, les otaries se dirigent vers leur île. C'est alors qu'un grand requin blanc part à l'assaut. Les otaries s'éparpillent dans toutes les directions. Leur attaquant est déboussolé. Les heures d'entraînement à la nage et les précautions prises contre les prédateurs ont porté leurs fruits. Ce soir-là, elles rentreront toutes en un seul morceau. C'est une petite victoire pour les otaries, dans un monde où la lutte pour la survie n'en finit jamais. Le grand requin blanc, quant à lui, s'en retourne l'estomac vide. Il y aura toujours quelques proies pour se soustraire aux dents de la mort. Ce n'est pas l'issue, bonne ou mauvaise, d'une seule et unique partie de chasse qui détermine la place occupée par un tel superprédateur marin dans la chaîne alimentaire. On ne mérite de se retrouver en tête du classement qu'après avoir tué avec brio pendant plusieurs centaines de millions d'années. Au cœur de la brousse, les deux guépards sont toujours à l'affût de leur prochain repas. La concentration est primordiale. Sans gibier en vue, leurs jours sont comptés. Ils viennent patiemment de guetter un nouveau troupeau d'impala. Ils peuvent désormais profiter d'une deuxième chance. Pas à pas, ils se rapprochent de l'objectif. Cette fois, ils ont pris le vent de front, ce qui empêche les impalas de les sentir arriver. Seul un des deux frères se trouve assez proche pour attaquer. Il s'élance à vive allure tandis que son frère s'occupe de le suivre en renfort. Tout leur travail de longue haleine porte enfin ses fruits. Affamés, les deux félins dévorent goulûment leur prise. Le guépard n'a pas pour habitude de se remettre en chasse immédiatement, alors il se gave dès qu'il le peut. À eux deux, ils engloutissent la quasi-totalité du bovidé. L'occasion se présente rarement de pouvoir manger à sa faim. En moyenne, le guépard se fait voler la moitié des animaux qu'il massacre par un autre prédateur de la savane. Heureusement, aucune menace ne plane sur leur repas du jour. Une fois le banquet terminé, il est l'heure de digérer et de se détendre. Le ventre énorme des deux guépards témoigne de l'hégémonie de leur espèce en tant que prédateur terrestre le plus rapide du règne animal. Pour tous les prédateurs, la vie est un défi au quotidien. Chacun d'entre eux s'est adapté aux particularités de son environnement. Depuis les cieux, sur la terre ferme, ou à travers les océans, il n'y a de place en ce bas monde que pour les êtres vigoureux.
car rien ne garantit qu'il y aura bien un prochain repas. En Afrique, certains animaux sont nés pour tuer. Leurs armes, du venin puissant, des anneaux asphyxiants, des griffes aiguisées ou des dards piquants. Ou encore des pièges machiavéliques qui mènent à des crochets toxiques. Ces créatures peuvent être mortelles, non seulement pour leur proie, mais aussi pour nous. Leur monde est unique. Le chasseur peut y devenir le chassé. La langue utilisée est l'agression. Les serpents. Rien que le mot évoque une peur ancestrale. Notre aversion pour ces bêtes à sang froid est tellement universelle qu'aujourd'hui encore, de nombreuses cultures considèrent les serpents comme des envoyés du diable. Bien que la plupart soient inoffensifs pour l'homme, certains ont la réputation d'être des tueurs. Comme celui-ci. Le mamba noir est le serpent le plus craint du continent africain. Son corps brillant oscillant entre le vert et le gris est en contradiction avec son nom. Puis, il ouvre la bouche. Si certains scientifiques ont un doute sur l'origine de cette couleur noire, la plupart pensent qu'elle a un effet dissuasif sur les potentiels prédateurs. Le mamba noir peut atteindre 4,50 m de long, ce qui en fait le plus grand serpent venimeux d'Afrique. Son venin est également le plus dangereux. Deux gouttes suffisent à tuer un homme. Un mamba noir en colère peut injecter 20 gouttes de cette puissante neurotoxine à sa victime. Le poison endommagera rapidement le système nerveux. Et sans traitement, la mort surviendra en 1 heure seulement. Et pourtant, la réputation de tueur aveugle du mamba noir n'est pas méritée. Face à un ennemi, il préférera battre en retraite plutôt que d'attaquer. Ce qui n'empêche pas certains hommes de tuer l'animal dès qu'ils l'aperçoivent. Le pauvre mamba noir est malheureusement un incompris. Il est peut-être né pour tuer, mais il n'est pas un assassin par plaisir.
Certains affirment que tous les serpents sont dangereux. Mais c'est faux. En Afrique australe, seuls 10% des serpents sont extrêmement venimeux et présentent un danger pour l'être humain. La plupart, à l'instar de ce python, n'ont même pas de venin. Cependant, le python a une particularité. Ce qui lui manque en toxicité, il le compense par sa taille et sa force. Comme les anacondas, ces serpents géants sont qualifiés de constricteurs. En serrant, ils prennent lentement la vie de leur proie. C'est une technique efficace connue de beaucoup de serpents africains. Pour ce python, la difficulté n'est pas de tuer sa victime, mais de l'attraper. Cette dernière est en effet extrêmement prudente. Le vervet. Ce groupe, mené par un mâle et une femelle alpha, vient de descendre de son lieu de repos à la cime des arbres pour se nourrir. Il y a plusieurs bébés. Pendant leur repas, les singes sont à l'affût du moindre signe de danger. Le python ne voit pas encore les singes. Mais grâce à sa capacité d'adaptation, il n'en a pas besoin. Sur son nez, des fossettes sensorielles l'aident à localiser une proie à sang chaud en détectant sa signature thermique ou infrarouge. Maintenant, le serpent n'a plus qu'à s'approcher suffisamment pour attaquer. Au sol, les singes sont vulnérables. Et ils le savent. Mais ils doivent se nourrir. Tout comme le python. Ce dernier attaque trop tôt. Une sentinelle voit le serpent et lance l'alarme. Tout le groupe bondit vers les arbres salvateurs. Les vervets utilisent au moins 6 cris pour prévenir le groupe de la présence d'un serpent. Ce n'est pas vérifié scientifiquement, mais il est très probable que l'un d'entre eux soit spécifique au python. Son guet-apens ayant échoué, le serpent sait qu'il ne pourra plus attraper l'un de ses agiles singes. Le rôle du mâle alpha est de garder l'ennemi à portée de vue. Le constricteur à sang froid n'a plus qu'à onduler dans les profondeurs de la forêt. Parmi tous les serpents qui présentent un danger pour l'être humain, voici l'un des plus connus. Le cobra. Son capuchon menaçant en a fait un animal à la fois célèbre et redouté.
Cependant, ce cobra annelé n'a nul besoin de fanfaronner lorsqu'il chasse des crapauds. Comme la plupart des serpents, sa vue et son ouïe sont limitées. Mais il a un odorat très développé. Il sent l'air avec sa langue fourchue. Lorsqu'une odeur est recueillie par la pointe de la langue, elle est envoyée vers l'organe de Jacobson, qui convertit le signal chimique. On dit que le cobra goûte l'odeur de sa proie. Les crapauds savent se défendre. Ils ont des glandes venimeuses sur la peau. Cependant, ça ne suffit pas à décourager le cobra annelé qui se dirige vers sa proie. Grâce à sa rapidité d'esprit, l'amphibien parvient à s'échapper. Mais les cobras savent nager. La chasse continue. Ce Buphonidae a perdu la course. Il a été attrapé par un cobra des forêts, le plus grand cobra d'Afrique. Le puissant venin neurotoxique du serpent se répand déjà dans le corps de sa proie et endommage son système respiratoire. C'est pour cela que les serpents ont du venin. Ils peuvent ainsi immobiliser leur victime et la manger sans risquer de se faire blesser ou de la voir s'échapper. Après avoir avalé le crapaud, le prédateur peut se prélasser au soleil. En tant qu'animal à sang froid, le cobra a besoin de chaleur pour faciliter la digestion d'un repas froid. Ses écailles étincelantes miroitent au soleil. L'animal brille de mille feux. Comme tous les cobras, il est craintif par nature, mais il est né pour tuer. La nuit est souvent synonyme d'obscurité et de frayeur. Les scorpions sont des créatures préhistoriques. Ils font partie des premiers animaux terrestres arrivés sur la planète. Des fossiles datant d'il y a 450 millions d'années ont été retrouvés. C'est 200 millions d'années avant les premiers dinosaures. Ils ont donc eu tout le temps de se disséminer. On en trouve désormais dans les endroits les plus inattendus.
dans des grottes au fin fond de la Terre ou sur des montagnes enneigées. Cet arachnide des temps anciens a très peu évolué depuis son apparition sur Terre. Tous les scorpions ont 8 pattes, 2 pinces et une longue queue terminée par un aiguillon venimeux. Pourtant, la plupart, à l'instar de cet Opisthacanthes capensis, ont un venin tellement peu puissant qu'il est inoffensif pour l'homme. Pour comprendre l'efficacité de l'aiguillon d'un scorpion, il suffit d'en observer tous les appendices. L'Opisthacanthes capensis a d'énormes pinces, mais sa queue est fine. Il a en effet tendance à préférer broyer ses proies plutôt que de les empoisonner. Son apparence est effrayante. Mais se faire piquer par ce scorpion n'apporterait qu'un léger désagrément. On ne peut pas en dire autant du Parabutus transvalicus. C'est l'espèce la plus venimeuse de toute l'Afrique australe. Grâce à son puissant venin, il se sert moins de ses pinces, qui sont donc beaucoup plus fines. C'est le scorpion le plus dangereux du sud du continent africain. Chaque année, il y tue 5 humains. Cependant, ces morts sont souvent dues à une piqûre de défense. Aucun scorpion n'attaquera un humain spontanément. L'empoisonnement est leur dernier recours en cas de menace. En général, leur aiguillon est destiné à une proie. Comme cette blatte, attrapée par un Opistophthalmus. Le scorpion a suffisamment de venin pour tuer l'insecte. Mais la carapace blindée de la blatte semble être une protection efficace. Le prédateur ne trouve pas le moyen de l'achever. Il finit quand même par trouver le ventre sans défense de sa victime. Dès que l'injection létale a été administrée, l'insecte n'a plus aucun espoir de survie. Les scorpions ne mangent que très rarement. Cette blatte est assez grosse pour le rassasier plusieurs mois. Un autre prédateur nocturne hante le désert aride de l'Afrique du Sud. Lui a des habitudes alimentaires bien différentes. La musaraigne est un mammifère à sang chaud dont le métabolisme est extrêmement rapide. Ce chasseur opportuniste doit manger très souvent afin d'avoir de l'énergie. Il est en permanence en mouvement, furetant dans le désert à la recherche d'insectes sans méfiance. La larve bien grasse d'un coléoptère est une bonne prise, mais ne fait office que d'en-cas pour cet animal vorace.
Le régime des musaraignes est composé de nombreux invertébrés. C'est une mauvaise nouvelle pour cet Opistophthalmus. Cette espèce de scorpion est bien moins venimeuse qu'un Buthidae. Cependant, contre une petite musaraigne, sa queue et ses puissantes pinces peuvent être un bon moyen de défense. Heureusement pour elle, la musaraigne est incroyablement rapide. Elle est capable de désarmer un scorpion avant même que ce dernier ne se serve de ses armes. Dès que la musaraigne sent l'arachnide, elle lance son attaque. Les coups pleuvent entre les deux adversaires déterminés. Cette fois, ce sont les pinces géantes qui remportent la bataille. Certains animaux combattent pour manger, d'autres luttent pour survivre. Le scorpion est trop grand et bien trop armé pour la musaraigne. L'arachnide est indemne. Ce n'est pas toujours le cas quand le prédateur devient la proie. Cette scène traumatisante n'est pas aussi inhabituelle qu'on pourrait le penser. Ce long Acrocordus se nourrit de serpents. Il n'est même pas venimeux. Il se contente d'avaler sa proie en entier. Ce soir, il a attrapé une petite vipère nocturne. Une espèce venimeuse pourvue de crochets. Mais l'animal est incapable de déployer ses armes, car le serpent l'avale la tête la première. Même si la vipère pouvait attaquer son prédateur, sa morsure n'aurait pas une grande incidence. L'acrocordus a développé une immunité contre le venin de serpent. Ses écailles, étonnamment dures, sont difficiles à transpercer. L'incroyable adaptation de l'acrocordus ne se limite pas à sa capacité à manger des serpents venimeux. Il survit à l'ingestion du venin de ses victimes, car les toxines vont arriver dans son intestin. Et là, des enzymes vont détruire le poison composé de protéines avant qu'il ne s'introduise dans le système sanguin. C'est ainsi que l'acrocordus s'offre souvent un macabre dîner composé des serpents les plus dangereux d'Afrique, comme la vipère heurtante et le mamba noir. Centimètre par centimètre, la vipère nocturne disparaît. Elle est quasiment mangée vivante. Difficile à croire, mais ce serpent peut se montrer par ailleurs discret et docile. Et il ne représente aucun danger pour les humains. D'autres ombres dans la nuit incarnent des peurs répandues. La seule vue de leur silhouette peut provoquer une crise d'arachnophobie. Les araignées. Ces arthropodes à 8 pattes sont répandus sur toute la planète, depuis l'Afrique jusqu'en Arctique.
Leur aspect peut faire peur avec leurs longues pattes velues et leurs petits yeux luisants. Et pourtant, comme pour les serpents, notre appréhension est souvent absurde. Parmi les 40 000 espèces d'araignées connues, seules 200 sont dangereuses pour l'homme. Voici une araignée babouin, le Goliath des arachnides. Elle peut atteindre 15 cm de diamètre et tient son nom de sa ressemblance avec le primate poilu. Certes, une morsure de ce géant est douloureuse, mais elle ne tuera pas un être humain. De la même taille que l'effrayante mygale, elle est de la même famille. L'araignée la plus venimeuse du monde est de taille bien plus modeste. Certes, l'araignée des sables à 6 yeux a le venin le plus puissant des arachnides, mais puisqu'elle vit dans des déserts isolés, elle entre rarement en contact avec l'homme. De plus, elle utilise ses munitions avec parcimonie. Le craintif animal ne daigne même pas mordre cette créature géante qui lui marche sur le dos. La maladroite araignée babouin qui risque sa vie arrive tout de même à passer inaperçue. Elle est concentrée sur ses activités nocturnes. La chasseuse tend son piège. Lentement, l'araignée déploie de résistants brins de soie autour d'elle. Chaque fil est bien tendu. C'est un système d'alarme méticuleusement installé. Si un coléoptère ou un petit lézard touche la toile, l'araignée bondira. Grâce à ses énormes crochets, elle injectera son venin mortel. Maintenant que le piège est prêt, l'animal rusé se retire dans son abri de soie et attend. Les toiles d'araignée sont souvent associées aux maisons hantées et aux films d'horreur. Mais pour certains peuples amérindiens, c'est la déesse araignée qui aurait créé la vie. Elle aurait façonné les animaux et les plantes avec un mélange d'argile et de sa propre salive. Puis, elle aurait tissé une toile qu'elle aurait aspergée de rosée et envoyée dans le ciel pour créer les étoiles.
La championne toute catégorie de la fabrication de toiles est la Nephila senegalensis. Elle fabrique un piège mortel doré. La toile peut mesurer près d'1 mètre entre des buissons au-dessus du sol. C'est un lieu stratégique pour attraper des insectes. La couleur dorée des fils de soie attire les abeilles dans les rayons du soleil et se confond avec le feuillage à l'arrière-plan lorsque la toile est à l'ombre. Le piège est solidement arrimé par des brins particulièrement résistants. D'un côté, les fils sont finement entrelacés comme pour créer un bouclier contre de potentielles attaques d'oiseaux. Alors que nombre d'araignées tissent une nouvelle toile chaque jour, celle-ci garde la même aussi longtemps que possible et en répare les zones abîmées au fur et à mesure. C'est la tête en bas, au centre de son œuvre, qu'elle se sent le plus à l'aise. Ses fines pattes de 12 cm de long lui permettent de se déplacer facilement sur sa toile. À l'extrémité de chacune de ses pattes, elle possède 3 minuscules pinces pour s'accrocher aux brins de soie. Ce matin, sa malheureuse victime est une mouche. Une fois qu'elle est sûre que l'insecte est piégé, elle se déplace adroitement pour récupérer son repas. Sa technique de chasse est irréprochable. Tel un témoignage de ses exploits, des restes d'insectes pendent au centre de sa toile. Si les araignées piègent leur proie en plein air, d'autres animaux le font sous terre. Chaque jour en Afrique, des animaux luttent pour survivre. De la plus grosse créature à la plus petite bestiole. Pour les frêles fourmis, le danger peut se tapir là où elles s'y attendent le moins. Sans le savoir, celles-ci ont construit leur fourmilière en plein cœur d'un champ de mines. Ces petits trous en forme d'entonnoir sont des pièges installés par de redoutables chasseurs, des larves de fourmilions. Cet étonnant insecte met jusqu'à 3 ans avant d'atteindre son poids définitif. Il en est alors au stade de la nymphe. Puis, il deviendra un adulte et ressemblera à une libellule. Les fourmilions construisent souvent leurs pièges les uns à côté des autres. Ainsi, ils ont plus de chances de voir les proies qui auraient contourné un trou tomber dans un autre. Le
Le fourmilion attend au fond du piège. Ses mâchoires prêtes à entrer en action. Une fourmi insouciante se trouve dans le cône. Le prédateur la détecte et gratte énergiquement dans le sable vers son terrier. La fourmi lutte vaillamment pour sortir du trou. Mais une pluie de sable l'attire de nouveau vers le bas. Le fourmilion arrive enfin à l'attraper solidement. Lentement, la victime perd la vie. La bataille est terminée. Sous le sable, le fourmilion va injecter une substance liquide à sa proie, avant d'en ingurgiter l'intérieur et de se débarrasser de la carcasse. La plupart des animaux ont peur des plus gros qu'eux. En effet, dans la nature, peu de créatures courent le risque d'être mangées. Même ce cobra du Cap, qui mesure pourtant plus d'1 mètre et possède un venin puissant, peut être attaqué par des mammifères carnivores et des oiseaux de proie assez rapides pour éviter de se faire mordre. Son sang-froid contraint le serpent à se mettre au soleil pour faire remonter sa température corporelle après une nuit froide. Dès qu'il est réchauffé, il peut passer à l'action. Le serpent possède l'un des venins les plus puissants de tous les cobras africains. Il le produit dans des glandes reliées à une paire de crochets creux. C'est grâce à son venin que le cobra reste en vie. Sans ce poison, l'animal ne pourrait pas tuer ses proies. Et il mourrait de faim. Après une traversée à découvert sur ces rochers, le cobra a trop chaud. Heureusement pour lui, il apprécie l'eau. Mais il ne peut pas profiter tranquillement de la baignade. Le prédateur le plus dangereux de la planète rôde dans les environs. Il tue plus d'animaux que toute autre espèce sur Terre. L'Homo sapiens. Pour un serpent, tout comme pour bon nombre d'animaux, se retrouver face à un humain peut mener à la mort. Pour prévenir la menace, le serpent se redresse en position d'autodéfense. Cette attitude est un avertissement. En général, c'est suffisant pour se débarrasser de l'intrus. Ce n'est qu'en cas de menace prolongée
que le cobra attaquera. Ce genre de situation nous montre bien le degré d'incompréhension qui existe dans notre relation à cet animal petit et dangereux. En fait, les animaux ont bien plus peur de nous que nous avons peur d'eux. Souvent, ils attaquent pour se défendre. S'ils mordent ou s'ils piquent, c'est qu'ils sont effrayés. Malheureusement, si la morsure vient d'un cobra du Cap, alors la mort est presque certaine. Dans la région du Cap, en Afrique du Sud, c'est le serpent le plus meurtrier. Il est vrai que les serpents peuvent être un danger pour l'homme. Leur capacité naturelle à tuer les ont rendus hostiles dans beaucoup de cultures. En Afrique, le mamba noir a même obtenu un statut mythique. Et on le croit capable de chercher à se venger. Ces légendes ne servent qu'à accroître notre peur inutile de cet élégant reptile si mal compris. Le mamba noir est en fait comme tous les animaux. Il ne cherche qu'à survivre. Pour cela, il doit se nourrir et se reproduire. En quête d'une partenaire, ce mamba est arrivé dans des broussailles compactes où il a trouvé une femelle prête à s'accoupler. Elle vient tout juste de muer. Un morceau de son ancienne peau est toujours attaché à son nez. Ça ne fait pas fuir son prétendant, qui répond à un signal hormonal et non visuel. Il enroule sa queue autour d'elle pour relier leur cloaque, l'orifice de la cavité génitale des serpents. Le mâle introduit alors son organe sexuel appelé hémipénis, qui libérera le sperme au moment opportun. Les mambas noirs s'accouplent une fois par an. Si la copulation est fructueuse, la femelle pondra ses œufs qu'elle couvra entre 80 et 90 jours. C'est la relation intime de deux créatures mortelles qui peut durer entre 1 heure et 1 journée entière. La tendresse de leur rapport nous offre une image rare de la vie privée du serpent le plus craint d'Afrique. Cela doit nous rappeler que ces animaux qui nous effraient sont bien plus qu'un danger potentiel. Ce sont les créatures qui réveillent en nous les plus effroyables des peurs. Les serpents, les scorpions et les araignées. Chacun a ses propres techniques de chasse. Ce sont tous des prédateurs impitoyables qu'il ne faut pas sous-estimer. Et pourtant, plus on en sait sur eux, plus on comprend que ces prédateurs n'ont pas une once de méchanceté en eux.
Ils passent leur vie à tenter de survivre dans un monde dirigé par les crocs et les griffes. Cependant, l'être humain doit continuer à les respecter. Quand bien même ils sont nés pour tuer.